je n'ai pas le talent de Nicolas, donc je vais me servir de quelques notes que j'ai prises à la volée en écoutant ce que disait Laurent et sur ce qui peut vous être dit au nom du mouvement de la paix de la Corrèze. Donc effectivement, sur Gaza, toutes les semaines, on organise des rassemblements à Brive, Tulle et Ussel. Lors de ces rassemblements, on prend la parole. Je crois qu'il est important, on a une responsabilité populaire vis-à-vis de nos gouvernants sur Gaza. C'est ce qu'on propose en écrivant au président Macron pour lui demander de tout mettre en œuvre pour faire cesser la famine en cours et le génocide. Mais d'abord de faire cesser la famine et de rompre le blocus. On lui a encore écrit cette semaine pour lui demander de supporter, d'aider la nouvelle flottille qui va s'élancer pour rompre le blocus de Gaza. Donc c'est important que nos gouvernants sentent que le peuple est avec le peuple palestinien, quoi, ne peut pas rester insensible au terrible malheur en cours. Donc ce qui est important sur la Palestine et sur Gaza, Nicolas l'a dit, il a parlé des droits des peuples, mais effectivement, si on réfléchit, l'application du droit international, elle reste fondamentale. C'est ce qu'on demande. Enfin, on ne peut pas baisser les bras en disant oui, de toute façon, ça ne s'applique pas. Alors effectivement, le droit international, quand l'État français laisse survoler la France par Netanyahou sans l'arrêter, bon, ça pose des vrais problèmes. On doit demander des comptes à nos gouvernants, à nos députés, pour qu'il y ait une réaction. C'est pas normal. Voilà. Donc sur cette question, il faut aussi demander des comptes au gouvernement français, puisque les ventes d'armes ou le transit par la France d'armes à destination d'Israël continue. Les dockers de Marseille, du syndicat des dockers CGT, ont bloqué des expéditions. Air France aussi, au niveau de la plateforme de Roissy, que ce soit Sud ou la CGT, ont bloqué des envois d'armes. Clairement, sur ces envois d'armes ou ce transit par la France, on est en dehors du droit international. On ne peut pas envoyer des armes à un pays qui est en train de commettre un génocide. Donc je crois que sur toutes ces questions-là, c'est les peuples qui peuvent avoir le dernier mot. Et effectivement, sur les autres conflits en cours dans le monde, si on parle beaucoup de Gaza, il ne faut pas oublier que d'autres génocides sont aussi mis en œuvre. En ce moment, au Sahel, il y a des risques de génocide au Soudan et au niveau des peuples peuls. Il y a vraiment des risques qui ont été relevés par l'ONU, donc on doit mettre Gaza en avant, c'est sûr, mais le conflit en Palestine ne doit pas invisibiliser les autres conflits. On a à peu près 80 conflits dans le monde. Donc c'est des chiffres records. On est tous, je pense, très inquiets face à cette situation, parce que ces conflits, même s'ils se passent loin, ils sont quand même le signe d'une militarisation de la planète. Les dépenses militaires explosent. On a dépassé les 2000 milliards, donc je ne vous donnerai pas le chiffre exact. Normalement, ce chiffre, je l'annonce chaque année au rassemblement du 1er mai à Brive. Mais on a dépassé les 2000 milliards dans le monde de dépenses militaires. Je ne parle même pas de la loi de programmation militaire française de 413 milliards, chiffre 2024, qui devrait augmenter avec les annonces de l'OTAN. Ça doit être marqué sur la fiche qui est là-bas. Voilà, donc on a les dépenses militaires françaises qui explosent, les dépenses militaires mondiales qui explosent. Tout ça, même si on nous dit oui, la France n'est pas en guerre, ou c'est pour nous défendre, ou ce qu'on veut, ça fait qu'à la fin, on a quand même des armes qui sont en circulation dans le monde entier, quoi. Donc bon, on a un vrai souci avec la production, l'exportation d'armes vers des pays qui ne sont pas respectueux des droits de l'homme. Je vous ai parlé d'Israël, mais il n'y a pas qu'Israël. Vous vous rappelez des canons César qui bombardaient le Yémen il y a quelques années, qui bombardaient des populations civiles.
Donc voilà, la situation n'est pas bonne, on doit quand même demander des comptes, puisque pour faire le corollaire avec ce que disaient Laurent et Nicolas, ces dépenses militaires, ce budget qui explose en France à destination des armées, ben, à la fin, il se fait au détriment des services publics, de la santé, des hôpitaux, des salaires, et on vous demande 40 milliards de côté, on nous dit qu'il faut donner 40 milliards, moi les 40 milliards, je vous les trouve au niveau du ministère des Armées. Voilà. Donc il faut savoir ce qu'on veut à un moment, pour reprendre un slogan du moment. De l'argent pour les Canadaires, pas de l'argent pour faire la guerre. Voilà. On ne peut pas être dans une situation où, par rapport au risque climatique, la France n'est pas, entre guillemets, armée pour affronter les incendies, mais en même temps, commander du matériel dernier cri militaire. Donc c'est une question de priorité. Pour parapher un autre slogan, on pourrait dire l'humain d'abord, quoi. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. Et ce choix-là, à un moment, il faut aussi le demander aux élus, aux partis politiques. Alors nous, on est un mouvement qui fait de la politique, mais qui est pas politique, quoi. Mais on fait de la politique, et le mouvement de la paix demande des comptes aux différentes organisations. Le mouvement de la paix travaille avec les syndicats. On travaille beaucoup avec les syndicats, notamment la CGT et la FSU. Mais on demande des comptes aux partis politiques, on l'a fait aux angles, et on se positionne pour le municipal avec des propositions pour que les élus qui seront élus l'année prochaine, les communes, soient force de proposition en matière de paix. C'est aussi un échelon qui est important. Alors là, ça renvoie cet échelon à quelque chose que disait Laurent, c'est à la démocratie. Il faut que la démocratie revienne, et il faut que les corps intermédiaires puissent peser et demander des comptes. On ne peut pas avoir des décisions qui sont prises par un homme à la tête de l'État. Enfin, la France, c'est pas les États-Unis, quoi. Voilà. Ou c'est pas l'Argentine, ou c'est pas la Hongrie, quoi. Donc ce risque démocratique, on est très inquiet de ce qui se passe en Europe et dans d'autres pays sur la dérive démocratique. Donc l'important, c'est le droit international, les peuples. Et donc j'en profite pour vous rappeler qu'en fait, les 80 ans de la création de l'Organisation des Nations Unies, dont la charte commence par « nous, peuple du monde », on ne commence pas par « nous, État du monde », c'est « nous, peuple du monde ». Face à la barbarie nazie, l'organisation qui a été créée, elle a été créée par les peuples, pour les peuples. Elle n'a pas été créée par les gouvernants, pour les gouvernants. Donc c'est à nous de faire respecter ça. Et c'est important de se le dire 80 ans après la création de l'ONU. Effectivement, l'Organisation des Nations Unies, face à tout ce que je viens de vous dire, on pourrait dire que ça ne sert à rien. Oui, mais peut-être, mais c'est aussi à nous d'en faire quelque chose. C'est à nous d'être acteurs. On ne peut pas, comme disait Nicolas, on ne peut pas baisser les bras en disant bon, mais c'est comme ça, c'est pas grave, voilà. Enfin si, c'est grave, mais on ne peut rien faire, donc c'est pas la peine. On ne peut pas faire l'autruche. C'est à nous de nous mobiliser. Je vous parlais des rassemblements le samedi matin, des différentes actions menées par le mouvement de la paix. Et sur cette notion de droit et de démocratie, il est clair qu'aujourd'hui, avec la décision qui a été annoncée hier aux États-Unis de refuser l'entrée des représentants palestiniens pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, en contravention avec le droit international. Bon, on ne peut pas, et en disant les responsables de la guerre sont les Palestiniens, c'est ce que dit Trump en fait, hein, parce qu'il ne refuse pas l'entrée des États-Unis aux représentants israéliens. Donc il dit clairement la situation est causée par les Palestiniens. Donc on est dans un droit de la force. Voilà. Donc cette notion de force et de situation imposée, finalement de démocratie qui repose plus sur du droit, ça nous fait penser à ce qui se passe dans certains pays dans le monde. Moi, je parlais de l'Argentine, de certains pays d'Europe, ou des États-Unis sur d'autres décisions. C'est à nous de tout faire, et on parlait des municipales, pour qu'aussi aux municipales, arriver à faire bloc pour empêcher l'extrême droite d'avoir plus de communes et de s'implanter territorialement. Le danger de l'extrême droite, le danger de l'atteinte aux libertés est quelque chose qui doit nous aiguiller. La paix, elle se construit aussi parce que
on dispose de liberté et de droits. Si ces libertés et ces droits existent, ben demain, ça sera la loi du plus fort. Voilà. Donc ce qui se passe au niveau international, alors, vous allez me dire, ça existe déjà en France. Il y a en partie, c'est vrai que on aura tendance, au niveau judiciaire par exemple, à juger plus vite un primo-délinquant qui vole un sandwich pour se nourrir qu'un ancien président de la République. Voilà. La justice n'est pas la même pour tous, c'est vrai, voilà. Mais on a quand même toujours la primauté du droit. Et on est inquiet de cette dérive, des atteintes à la liberté, des atteintes au droit. Donc au niveau, je vais arriver à ce qu'on fait au niveau local et j'allais conclure en parlant du climat de l'agriculture comme Laurent en a beaucoup parlé. Le climat et l'agriculture le climat et ce qu'on pense au mouvement de la paix. Il y a deux risques pour la planète, le risque nucléaire, le risque atomique, d'explosion de bombes atomiques, et le risque climatique. Donc le risque climatique, on le connaît. Aujourd'hui en France, on est sur un scénario de plus 4 degrés à l'horizon 2100. Clairement en face, il faut des moyens, il faut de l'argent et il faut travailler avec la population. Ça renvoie aussi à la notion de démocratie, puisque ce sujet, aujourd'hui, il est largement absent des débats sur les chaînes télévisées, dans les médias. On préfère nous parler de l'insécurité, de l'immigration, mais surtout on ne va pas parler de ce qui est quand même... Ce qu'on pense, nous, c'est que c'est beaucoup plus préoccupant, la question climatique, y compris en France. On parle des réfugiés climatiques des pays du Sud, mais les réfugiés climatiques en France, il commence à y en avoir. Des gens le long du littoral qu'on est obligé de relocaliser. Donc cette question-là, il faut qu'on la traite ensemble. C'est aussi un enjeu populaire. Comment on va vivre dans 15 ans, en 2050, c'est dans 2040, c'est dans 15 ans. Donc voilà, comment on fait pour affronter ce dérèglement climatique, qui va aussi être source d'inégalités, je ne vais pas dire de lutte entre populations, mais ça va clairement créer des frustrations. Donc cette question démocratique doit être remise au centre du débat en France. Et donc le climat et l'agriculture et la paix, les émissions de gaz à effet de serre de l'armée, par exemple, ne sont pas comptabilisées. Les effets militaires, les effets des armes qu'on utilise, qui en tirent des missiles, ne sont pas comptabilisés. La pollution des sols n'est pas analysée. On nous présente encore la guerre comme, pas sur des images d'Épinal, la joyeuse guerre où il y a un gars dans une base qui envoie un missile, mais c'est un peu ça, quoi. Mais on ne nous dit pas que derrière il y a des morts, ça c'est vrai, ça on l'a dit, il y a des morts, mais que derrière vous prenez l'Ukraine, le grenier à blé de l'Ukraine, c'est clair que même s'il y a la paix, et même si on arrive à avoir une situation de paix, c'est pas demain qu'on va cultiver les terres. Puisque l'uranium appauvri qui a été utilisé au mépris du droit international, il va y rester un bout de temps. Donc comment on fait pour nourrir la planète? En faisant des guerres, on bousille la planète, on bousille la santé des populations qui sont là et qui vont être malades pour des générations. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question qui aujourd'hui n'est pas abordée. De ce point de vue-là, les différentes armées du monde ne font pas preuve d'une grande transparence pour permettre un débat démocratique sur l'armée. Et au niveau de l'agriculture, donc je vous ai parlé des dégâts, mais on a aussi la nécessité de pouvoir se nourrir et d'avoir à manger. Et donc la sous-alimentation ou le fait que on préfère dans certains pays faire de la culture intensive, industrielle, de la monoculture au mépris de l'agriculture familiale, puisque on en a parlé à la fête du MODEF cette année. Le MODEF est membre de l'organisation La Via Campesina, basée sur le modèle de l'agriculture familiale. L'agriculture familiale permet de la production de nourriture, en premier de nourriture.
Donc les populations sont soumises à un risque de difficulté d'accès à l'alimentation. Et c'est ce qu'on pourrait craindre aussi en France, puisque Laurent parlait de la loi du plomb, avec la création de grandes exploitations qui seraient basées sur de la monoculture. Donc on a ce risque de déconnexion en fait entre le monde agricole et le monde des villes. Voilà. Donc sinon je vais vous donner quelques rendez-vous, puisque au niveau du mouvement de la paix de la Corrèze, on s'associera au rassemblement du 10 septembre et du 18 septembre. On aura aussi une cérémonie le 21 septembre pour la Journée internationale de la paix à Brive à 11 h sur le parc de la Guerre. Donc vous êtes tous invités et je pense que je te laisse le micro.